La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamp en Bretagne, un cambriolage a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées, Anne-Marie et Eugène Lecouviure. Anne-Marie, une femme de 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. Quant au butin, il est quasiment nul alors que la maison renferme de nombreux objets de valeur. 2 jours plus tard, un coup de fil anonyme dénonce un des cambrioleurs. Arrêté, celui-ci se met à table. Il avoue qu'il s'agit d'un contrat, qu'il devait éliminer la dame et que c'est un meurtre maquillé en cambriolage. Le commanditaire, une des belles-filles du couple Lecouviure. Mais il ne connaît pas son nom. L'enquête s'oriente notamment vers Josiane, la femme de Jean-Jacques, le fils aîné d'Eugène Lecouviure. 3 jours après le cambriolage, Josiane Lecouviure est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient. Le 13 avril 2009 à 17h, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Lecouviure. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Mettez-vous à l'aise, Madame Lecouviure. Nous sommes là pour établir la vérité dans cette affaire. Votre placement en garde à vue et votre audition sont la conséquence des investigations menées après le décès de Madame Lecouviure Anne-Marie, née Dréano, à Grandchamp dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous la connaissiez ? C'était ma belle-mère. Quelle était la nature de vos relations ? Mauvaise, je suppose. Qu'entendez-vous par mauvaise ? Ma belle-mère détestait les 3 enfants du premier mariage de son mari. C'est-à-dire ? C'est simple, elle nous détestait. Comment ça se manifestait ? Elle empêchait les enfants de voir leur père. Les 2 frères, surtout. Les enfants de mon beau-père. Qui ? Ses fils. Jean-Jacques et Philippe. Madame Lecouviure, essayez de vous détendre. Nous ne sommes pas vos ennemis. On cherche juste à comprendre, d'accord ? Lorsque je me remémore les auditions de Madame Lecouviure, Lieutenant Serre, section de recherche. ce qui m'avait interpellé avec mon collègue Dorval, c'est que dès le départ, elle s'est mise en position de méfiance à notre endroit. Elle n'est pas préparée à ça parce qu'elle n'a jamais connu dans son existence Thierry Filion, avocat de Josiane Lecouviure. le moindre ennui judiciaire. Elle n'a jamais été confrontée à une enquête policière, criminelle. Josiane Lecouviure pense en tout cas qu'elle n'est pas n'importe qui. Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile. Effectivement, elle a un réseau social qui lui permettrait de ne pas être plus inquiétée que ça dans cette affaire. Comment votre belle-mère mettait-elle en place ce barrage ? Elle était toujours là et elle empêchait les 2 frères de voir leur père. Et ça a toujours été comme ça ? Peut-être pas au début. Ça s'est fait au fur et à mesure. Alors depuis quand vous aviez ce genre de relation avec elle ? Mais il n'y avait aucune relation, pratiquement aucune. On n'a pas été invités au mariage. Anne-Marie et Eugène Lecouviure se sont mariés dans les années 80. Ils avaient chacun de leur côté 3 enfants d'un premier lit. Josiane est la femme de Jean-Jacques Lecouviure, le fils aîné d'Eugène. Mais vous ressentiez de la haine, vous, votre mari ou un autre membre de la famille envers cette femme ? Non. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il n'y avait quasiment plus aucune relation entre Jean-Jacques et Josiane Lecouviure Thierry Filion. et le père de Jean-Jacques, Eugène, et donc sa deuxième femme, Anne-Marie. Il n'allait plus aux réunions familiales, il n'était plus invité. Il y avait une fâcherie sur de prétendues rumeurs qui prêtaient à Josiane des mots durs à l'égard de sa belle-mère. De manière apparente, Josiane Lecouviure dit à qui veut bien l'entendre que Roxana Nasserzadeh. Anne-Marie Lecouviure est en train de dilapider la fortune du clan Lecouviure. Les Lecouviure sont très fortunés. Et malgré les apparences, la question de l'héritage déchire la famille recomposée. Les enfants d'Eugène ont déjà reçu une part importante,
mais ils redoutent qu'à la mort de leur père, la fortune du patriarche revienne à Anne-Marie et surtout à ses enfants. Mon beau-père avait 88 ans. Alors, mon mari et son frère ont demandé à lui parler, comme c'était un mariage. Ils ont voulu parler de l'avenir. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont voulu parler de d'héritage, quoi. Mon beau-père s'est braqué. On parle pas d'argent dans cette famille. Et j'aimerais revenir sur ma question. Comment s'est manifesté ce barrage de votre belle-mère? Elle a trouvé indécent que les fils parlent d'argent avec leur père. Votre beau-père se laissait-il manipuler par votre belle-mère? C'est un homme, alors. À partir de là, les hommes sont très vulnérables à ce niveau-là. Mon beau-père n'a pas su valoriser ses enfants et que c'est de là que sont venus tous les problèmes qu'il a eus avec ses fils. Benoît Audran, fille de la victime. Et il est toujours plus facile pour les enfants, si vous voulez, de taper sur une tierce personne que de taper sur son propre père. Et maman a malheureusement pris tout sur elle. C'était certainement dans leur esprit la personne, enfin on va pas dire à abattre, mais la personne qui les empêchait de voir leur père. Quelle est la source de vos revenus? Mon mari, son argent, Vous dépensez combien par mois? je sais pas, 30 000. Je gâte beaucoup autour de moi. Dépenser jusqu'à 30 000 euros par mois de dépenses diverses pour son confort, Lieutenant Serre. cela nous a fortement interpellés. Parce que c'est des sommes considérables, même si on avait vu que ces gens-là avaient de l'argent. Dans les bureaux d'à côté, les gardes à vue des cambrioleurs Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé sont en cours. Un troisième homme, Loïc Duguay, qu'ils ont dénoncé comme étant l'intermédiaire, est également entendu. Ce soir-là, la gendarmerie de Lorient est une véritable ruche, avec toutes ces gardes à vue menées en parallèle. Le tout chapeauté par le directeur d'enquête. Le rôle du directeur d'enquête, il est simple, c'est de tout savoir en fait, ce qui se passe aussi bien à travers les différentes auditions, des témoins, des personnes gardées à vue, mais également le résultat des investigations qui sont lancées. Adjudant-chef Le Gall, brigade de recherche. Suivant ce qui est dit dans l'un ou l'autre atelier, eh bien c'est le rôle du directeur d'enquête, c'est d'expliquer, tiens, là, il y a ça qui se dit à son sujet, ça colle pas, il y a des points qui divergent, reviens sur cet aspect-là, parce que tu n'as pas été assez loin. L'autre d'un des précisions, ça serait intéressant que tu approfondisses un petit peu ce secteur-là pour voir si ça peut coller. Voilà, le rôle du directeur d'enquête, c'est ça en fait. Connaissez-vous Le Cerf Venceslas et quelle est la nature de vos relations? Je connais pas cette personne. Connaissez-vous Madé Guénolé et quelle est la nature de vos relations? Je connais pas. Connaissez-vous Monsieur Duguay Loïc? C'est un monsieur qui vient 2 fois par semaine chez moi faire le parc. Depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Depuis combien d'années le connaissez-vous? Je viens de vous le dire, depuis 10 ans. Et quelle est la nature de vos relations avec cet homme? C'est un homme très bien. Il traite surtout avec mon mari. Bon, moi, j'ai peut-être son numéro de téléphone parce qu'il s'occupe de mon chien, des poissons et de mes oiseaux quand je voyage. Il vient aussi quand il y a un souci dans la maison. Dernière fois qu'il est venu, c'est jeudi. Depuis, je l'ai plus revu. Et depuis jeudi dernier, vous l'avez téléphoné? Mais non, je l'ai pas eu au téléphone, non. La dernière fois que vous l'avez contacté, c'était quand? Mais j'en sais rien. La dernière fois que vous êtes parti et que vous avez dû faire appel à votre jardinier, c'était quand? Mais j'ai pas besoin de lui téléphoner puisqu'il vient 2 fois par semaine. On va s'arrêter là. Vous lisez, vous signez en bas de la page. Quand se termine la première audition, Josiane est en garde à vue depuis 3 heures seulement. Mais les gendarmes n'ont pas beaucoup de temps devant eux, car ils interviennent dans le cadre d'une procédure particulière. Elle leur impose de boucler le dossier dans un délai de 48 heures à partir de la première interpellation. Donc concernant la garde à vue de Josiane Lecouviure, puisqu'il est intervenu le lendemain de celle de Venceslas Le Cerf, Adjudant-chef Le Gall. nous savions qu'il nous restait 24 heures pour traiter la garde à vue avant que l'ensemble des protagonistes soient présentés devant le magistrat. Les gendarmes agissent dans le cadre d'une procédure dite de flagrance. Quand Le Cerf sera présenté à la justice, à l'issue de sa garde à vue, tous les protagonistes devront être déférés en même temps que lui. Il reste donc moins de 24 heures pour faire craquer Josiane.
Le temps avait été mis à profit afin de préparer cette deuxième audition par rapport à la stratégie qui avait été définie. C'est de rentrer techniquement dans ce qu'on appelle, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que les propos des précédentes gardes à vue ont été extraits, les questions ont été préparées. Donc cette deuxième audition était celle qui allait permettre d'attaquer, entre guillemets, de voir comment elle allait réagir par rapport aux faits précis la concernant. Vous a-t-on exposé en détail les faits de cette enquête? Non. Je vous réexpose les faits. Il s'agit d'une enquête autour de la mort d'Anne-Marie Lecouviure. Oui, je sais. Les investigations ont permis d'interpeller les auteurs présumés de ce drame. Vous le saviez? Ils s'appellent Madé Guénolé et le cerf Venceslas. Tous les deux ont reconnu leur participation à cette agression. Et ils ont révélé qu'ils avaient été missionnés pour simuler un cambriolage, mais qu'en fait, d'après ce qu'ils disent, le but était d'éliminer Anne-Marie Lecouviure, votre belle-mère. Pour ce contrat, ils ont touché 20 000 euros. C'est Loïc Duguay qui les aurait recrutés, qui aurait servi d'intermédiaire. Et selon leurs aveux, c'est une belle fille qui serait la commanditaire de cette opération, car la défunte dilapidait la fortune familiale. Qu'avez-vous à déclarer? C'est stupide et faux. Mais alors c'est quoi qui est stupide et faux? Mais de dire des choses pareilles. Ce que vous venez de dire est faux. À aucun moment elle était arrogante, mais on peut considérer qu'elle paraissait absente en fait, quoi. Alors, est-ce qu'elle se rendait vraiment compte de la situation dans laquelle elle se trouvait? Bon, et puis il y a aussi le fait que c'est pas courant de se retrouver en garde à vue, et encore moins pour elle. Malgré tous les éléments qui sont rapportés par les autres protagonistes, et malgré le scénario qui commence à se mettre en place... Chef d'Orval, brigade de recherche. On se doit toujours de se poser la question de savoir si elle a participé ou si c'est quelqu'un d'autre qui essaye de lui faire porter le chapeau. Je vous lis la déposition de Le Cerf. Il y a environ un mois, une personne que je connaissais simplement de vue est venue me trouver. Il s'est présenté comme se prénommant Loïc et m'a tenu les propos suivants. Il m'a proposé pour la somme de 20 000 euros qu'une personne disparaisse. Je lui ai répondu que j'étais intéressé par la somme. Il a dit à ce moment-là que c'était une des belles filles qui versait l'argent pour faire disparaître sa belle-mère. Qu'avez-vous à déclarer par rapport à ces dires? J'ai rien à déclarer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le même Le Cerf déclare, au sujet des motivations de la belle-fille pour faire éliminer la belle-mère. Loïc m'a dit qu'il s'agissait d'une histoire de remariage, d'héritage, d'histoire d'argent qui concerne la famille. Qu'avez-vous à déclarer? C'est stupide, ahurissant et fou. Je vais quand même pas dire des choses qui sont pas vraies. Malgré les faits et les constatations, elle ne vacille pas, elle n'en veut pas aux autres protagonistes qu'elle ne va pas citer. Jamais elle ne va lâcher le moindre détail qui va nous dire oui, là elle connaît, ou effectivement il y a un début, quoi. Elle amorce un début d'aveu, entre guillemets. On pense qu'elle sait pourquoi elle est placée en garde à vue et qu'elle sait parfaitement pourquoi on lui pose de telles questions et que comme elle n'a pas d'explication logique à donner, elle se contente de ne pas répondre tout simplement. Toujours selon Le Cerf. C'est Loïc qui m'a indiqué où se trouvait la maison sur le secteur de Grandchamp. Suivant les indications de Loïc, je n'ai pas eu de soucis pour trouver la maison. Qu'avez-vous à déclarer? Je n'ai rien à déclarer. Le Cerf Venceslas déclare que le contrat consistait à éliminer uniquement la dame du couple. Qu'avez-vous à déclarer? Je n'ai rien à déclarer, je suis atterré d'entendre des choses pareilles. Elle a opté pour la stratégie de ne pas répondre, parce que dans la position à laquelle elle se trouve, elle n'a aucun intérêt finalement à parler. Elle a tout intérêt à attendre de voir ce que chacun dit, et puis d'opter pour une stratégie avec son avocat par la suite. Donc pour elle, c'est pas simple d'être harcelée de questions, d'avoir certainement envie de répondre, parce qu'on l'accuse de certaines choses. On l'accuse quand même d'être le commanditaire de l'homicide de sa belle-mère. Donc elle a certainement envie de répondre. Le Cerf Venceslas déclare, c'est lors de ma deuxième rencontre avec Loïc à la discothèque que tout s'est réglé. À ce moment-là, Loïc m'a dit que pour que je puisse toucher mon argent, je devais apporter les preuves que nous avions exécuté le contrat. Qu'avez-vous à déclarer? C'est fou. C'est faux, mais vous pouvez détailler un peu? Ouais, c'est faux, puis L'avantage d'être à deux enquêteurs sur une garde à vue, c'est qu'en fait, il ne va y avoir aucun répit pour la personne qui va être interrogée. Le questionneur questionne, mais il a besoin des fois de rechercher quelque chose. Et c'est l'officier de police judiciaire qui monte, lui, le procès-verbal. Quand le questionneur recherche des éléments, eh bien, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il maintienne toujours la dynamique et qu'il occupe toujours l'espace, toujours de manière à ne pas laisser la personne se reposer, se reprendre. C'est, on peut appeler ça comme une technique de l'essuie-glace. Qu'avez-vous à déclarer? C'est faux. C'est faux, mais vous pouvez détailler? Mais c'est faux.
Le CERF précise également que Loïc a déclaré qu'une seule personne devait disparaître et qu'il s'agissait bien de la dame. Il n'a rien dit sur le monsieur. Qu'avez-vous à déclarer? C'est stupide. Et faux. Je suis tout de même un peu horrifié d'entendre cette racaille, cette bande de zonards, là, qui m'accuse d'avoir tué ma belle-mère. Non mais franchement, ça me donne envie de sauter par la fenêtre. Oh! Et quelquefois, elle a ce qu'on pourrait appeler un franc-parler. Franc-parler qui résulte de sa personnalité, qui est une personnalité, on va dire, assez cash. Et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, quelquefois avec des expressions ou avec des mots qui traduisent bien à ce moment-là sa pensée ou la révolte qui est la sienne devant ce qu'on lui assène. Lorsqu'elle est auditionnée en garde à vue, il paraît qu'un des moyens qui consiste à vouloir couper le rythme des questions des enquêteurs, soit pour elle, soit de simuler une fatigue intense, soit le fait de vouloir prendre des cachets, soit dans une manière théâtrale, elle déclara qu'elle souhaite se jeter par la fenêtre, tellement les questions lui paraissent absurdes. J'imagine la personne garde à vue, il doit avoir le cerveau en ébullition en permanence, à réfléchir en permanence de ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Est-ce que vaut mieux que je me taise ou vaut mieux que je réponde? Et si je réponds, qu'est-ce qu'on va me poser? Ça doit être super fatigant. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.